Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Cecilia Granara. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés, sauf qu'ici nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. L'histoire de ma rencontre avec l'œuvre de Cecilia Granara n'est pas celle d'une rencontre et d'une découverte évidente, d'un choc frontal. J'ai d'abord lu le texte qu'Henri Guette a écrit sur son travail et publié sur Jeune Critique d'Art, puis j'ai croisé quelques-uns de ses tableaux, ça et là, dans diverses expositions. Peu à peu, j'ai pris le temps de regarder ses toiles et de contempler les personnages qu'elle représentait. Ces personnages, ce sont essentiellement des femmes, des corps sur deux, des personnes épanouies, qui se prélassent et vaquent à des plaisirs charnels, sans crainte. Le plaisir est vraiment présent. La lecture de son mémoire a fini de me convaincre. Je voulais absolument en apprendre plus sur son travail. Je l'ai donc contactée pour qu'elle soit mon invitée pour ce 10e épisode de Présente. Et je la remercie 1000 fois d'avoir accepté de converser avec moi aujourd'hui. Bonjour Cecilia, comment ça va ? Bonjour Camille, ça va bien, merci. Et toi ? Ça va super bien, je suis ravie de te recevoir. Je pense que la première chose qui m'a touchée dans ton travail, c'est la manière dont tu représentais tes personnages, notamment parce que les femmes que tu peins ne sont plus dans des situations de souffrance comme on a l'habitude de le voir dans l'histoire de l'art et de manière générale dans la culture populaire d'ailleurs. Pareil du côté des hommes, eux aussi ont beaucoup changé, ils ne sont plus des dominateurs et font même preuve d'une certaine vulnérabilité si je puis dire, et toutes ces personnes se prélassent sans craindre. Même quand il y a des jeux de pouvoir, notamment dans certains moments intimes que tu figures, il semble qu'il y a une espèce de plénitude en fait. Oui. C'est difficile de parler sans faire des généralités, mais la douleur et la souffrance sont un grand sujet dans la tradition de la peinture masculine. Des centaines d'années de scènes de guerre, de viols, d'enlèvements et de batailles en attestent. Et nous héritons ce bagage culturel dans la peinture comme dans la vie. Je regarde le monde et la vie autour de moi et je suis très angoissée et préoccupée par la violence qu'on continue à infliger aux femmes. Et du coup, je me demande quelle est l'anecdote, qu'est-ce que je peux offrir comme moyen de soulager quelqu'un qui va peut-être regarder une de mes peintures. J'essaye de m'accrocher à la joie et au bonheur. Ce que je veux dire par cela, c'est que l'émotion que peut procurer l'acceptation est quelque chose de très fort. L'acceptation de son corps, de ses défauts, l'acceptation de la maladie, de ses émotions difficiles. Et j'essaie de m'accrocher à l'amour aussi. Il y a une dose d'humour qui est dans mes peintures aussi, que je trouve aide. Et par exemple, je vais représenter une femme qui vomit 4 cœurs, un bras, son cerveau, et je vais appeler ça vomitare l'anima. C'est un dictum italien qui veut dire qu'on utilise quand on est très malade, par exemple. Donc on va vomir son âme. Et ou sinon, je vais peindre des femmes qui sont en train d'ingurgiter des oiseaux géants, et je vais appeler ça Deep Throat Phoenix, comme un innuendo pornographique. Donc là où il y a des tabous, se cachent des vérités sur ce qui nous met un peu mal à l'aise collectivement sur le corps de la femme. Et je vais creuser, je vais revisiter les mythes fondateurs. Par exemple, dans le cas des oiseaux, c'est Leda avec le swan. J'ai pas le mot en français, pardon. Le cygne. Le cygne, Leda et le cygne, par exemple. Voilà, je veux représenter des choses comme ça. Et c'est pas pour nier la souffrance, c'est pas pour l'effacer, c'est pas pour la réduire, c'est plutôt pour l'accompagner, pour répondre à elle. Et oui, je pense avec la représentation de mes personnages de donner un petit moment de répit à mes spectateurs. Mais c'est pas toujours facile. Il m'est déjà arrivé, par exemple, que des artistes que j'admire énormément, des artistes féministes qui sont des modèles pour moi, mais disent que mes peintures les énervent. Ah bon ? Oui, c'est des artistes très doués qui m'avaient dit que dans certaines peintures, les expressions joyeuses et de béatitude de mes personnages étaient énervantes.
Ouais, je vois ce que... Oui, oui. Et je me rappelle dans ces deux occasions, je vais pas faire de nom, mais c'était des femmes importantes pour moi. J'étais rentrée chez moi et j'avais beaucoup réfléchi à ces retours. Et j'ai m'étais dit que je comprenais en fait, parce que notre répertoire d'images de la femme entre guillemets, la femme symbolique, est tellement paradoxal. Nous avons vu tellement d'images de femmes soi-disant parfaites, heureuses, par exemple dans les médias et les domaines publicitaires, et en même temps plein de peintures de femmes qui souffrent en fait, qui sont victimes. Bien sûr. Et le standing, enfin l'attitude féministe qui a été très nécessaire des certaines militantes, mais pas juste militantes, généralement de beaucoup d'artistes féministes des générations passées ont été de vouloir montrer des femmes fortes, de vouloir des cacher corps en lutte aussi. Oui, des corps en lutte, de la résistance, par aussi parfois nier la fémininité. Et du coup, le fait que je montre cet aspect de douceur, de joie, peut parfois un peu froisser des sensibilités, c'est intéressant. Et tout cela est sans doute lié au fait que peu à peu, en tant que... Enfin, toutes ces réflexions-là, sont sans doute liées au fait que en tant que peintresse et en tant que femme, j'ai l'impression que tu t'es rendu compte qu'il y avait des images qui te choquaient toi personnellement dans l'histoire de l'art et qu'il y avait une inadéquation entre la manière dont on décrivait certaines œuvres et ce qu'elles figuraient vraiment. Par exemple, tu parles d'un choc que tu as vécu à Rome il y a quelques années. Ce choc, il a eu lieu lorsque tu as découvert le rap de Proserpine par Bernini. J'avais vu le rap de Proserpine la première fois quand j'étais adolescente. Je me rappelle que j'étais émerveillée, que le choc esthétique de cette œuvre était très très fort. Les corps qui bougent, le corps de Proserpine qui est soulevé, le marbre qui imite la chair. Puis en 2017, je vais voir l'exposition de Bernini avec mes parents. C'était post la vague MeToo, la première vague. Et je m'aperçois que ma réaction est très différente en fait. J'arrive plus à voir la beauté de l'œuvre et je vois vraiment le sujet. J'avais grandi, j'avais changé. Et je me rappelle que mon père était à côté de moi et il remarquait comment la menthe se fonçait dans la chair des Proserpines et il était enthousiaste, il était émerveillé. Et stop, il n'y avait pas, on n'a pas parlé du tout du sujet, de la mythologie, du rapport de force, du fait que c'était une scène d'enlèvement qui allait précéder un viol. Et ça m'avait beaucoup troublée. Je suis rentrée à Paris et j'ai essayé d'en parler à des amies françaises contemporaines, femmes, artistes. Et elle m'avait répondu en me disant fais attention, il ne faut pas que ton regard féministe il t'empêche de jouir de la beauté de certaines œuvres. Et c'est très compliqué tout ça, c'est vrai, c'est vrai. C'est compliqué, ouais. Ouais. Ma question a toujours été, par contre, qu'est-ce que ça peut nous faire psychologiquement en tant que genre si on voit sans cesse répéter des scènes de viol sublimées, mythologisées, embellies quand nous sommes au musée et dans les institutions, on se confronte souvent au regard du passé. Et c'est compliqué parce qu'il faut faire un travail de contextualisation et il faut se dire que nous ne pouvons pas être anachroniques et appliquer des éthiques et des codes d'aujourd'hui aux œuvres du passé. Mais quoi faire ? C'est des sujets très délicats et je pense que plus la conscience féministe va prendre place dans la société et plus on devra forcément se frotter à la complexité de ces questions-là. Oui, parce que du coup, c'est aussi des choses qu'on a intégrées, nous, en tant que femmes. Le fait d'être en permanence dans des musées, face à des films, face à toute une culture comme ça. Puis c'est ce qu'on appelle aussi la culture du viol, tu vois. Donc donc c'est bien aussi finalement. Mais c'est exactement moi aussi des questions que je me pose aujourd'hui de comment se dépêtrer de justement ce côté-là, il y a cette culture, etc. Et à côté, il faut quand même savoir regarder avec un regard assez... contextualiser à chaque fois ce qu'on regarde, quoi. Et
Aujourd'hui, justement, la question de la représentation, et donc c'est une question qui est absolument essentielle en ce qui concerne le combat contre les inégalités, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Et j'ai l'impression que c'est un combat que tu as du coup totalement embrassé face à ces réflexions-là et face à ces découvertes-là, notamment parce que ça te touche aussi directement en tant que femme, si bien que tes toiles sont aussi des sortes d'autofiction, j'ai l'impression. Se voir représenter, c'est voir des possibilités alternatives de soi. Si globalement, plus en plus de femmes font de la peinture et peignent d'autres femmes et se peignent elles-mêmes, on contribue à créer une sorte de répertoire d'images de femmes. Et vu que les femmes n'ont pas eu accès à l'éducation artistique et ont été tellement limitées dans ce qu'elles pouvaient peindre, ou pas, pendant si longtemps, être autrice et sujet est finalement un outil très puissant. Raconter des histoires, le récit, en anglais c'est le storytelling, est pour moi un moyen d'offrir une expérience d'empathie aux spectateurs. Et je pense qu'il est temps que nous regardions les expériences des femmes et leurs récits. Cela ne doit pas faire peur aux hommes, même si je crains que c'est le cas. On devrait plutôt se dire qu'en incluant le regard des femmes dans le canon de ce qui est important à regarder, on élargit les discours possibles dans le champ de l'art. Et c'est forcément plus stimulant et plus intéressant pour tout le monde. Surtout dans un domaine comme l'art, où on traite du sensible, des couleurs, des formes, du partage d'idées, plus on élargit qui est artiste et qu'est-ce que elle ou il raconte, plus ça va devenir nuancé et se rapprocher à refléter le monde tel qu'il est. Je me rappelle qu'en 2015, j'avais lu dans Art News Magazine qu'au Centre Pompidou, entre 2007 et 2014, il y avait moins de 20% de femmes qui avaient eu des expositions personnelles. Et je me dis, mais qu'est-ce que je dois conclure de ces chiffres? Que les représentations faites par des femmes n'intéressent pas les institutions, ou en tout cas que celles par les hommes sont plus intéressantes. Et on ne peut pas répondre en disant oui, mais il y a pas tant de femmes d'artistes, parce que il y a beaucoup d'historiennes qui montrent qu'il y a eu beaucoup d'artistes, mais simplement les institutions n'ont pas fait leur travail pour valoriser leurs œuvres et faire circuler leur travail, pour une raison ou pour l'autre. D'ailleurs, j'ai un super podcast et un super compte à suivre comme anecdote, c'est The Great Women Artists. Si jamais on se demande mais pourquoi il y a tellement peu de peintres ou artistes femmes dans les institutions, eh ben on peut aller les chercher dans des sources qui sont pas les institutions. Et je rajouterais à ça le travail de Ware, évidemment qu'on ne présente plus, qui est juste formidable. Enfin, c'est juste trop bien. Et en plus, tu vois, c'est un truc, justement, quand tu disais, tu parlais de répertoire, etc., c'est marrant parce qu'il y a un truc qui revient souvent aussi, notamment quand on parle de liberté d'expression en France, surtout, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui disent qu'on peut plus rien dire, qu'aujourd'hui, on a, enfin voilà, comme si on nous réduisait, en fait, cette liberté d'expression en nous empêchant de représenter les femmes d'une certaine manière, de parler des personnes racisées d'une certaine manière, des personnes aussi LGBTQIA+, alors que finalement, et c'est ce que tu dis aussi, et c'est ce que tu fais dans ton travail, c'est que en fait, on élargit aujourd'hui, mais considérablement, les manières de représenter aussi, et les manières de dire, et on vient aussi imaginer de nouvelles manières de faire. Donc c'est pas du tout une perte de liberté, au contraire, c'est qu'on se dégage de l'oppression, et on vient penser en fait de nouvelles formes, enfin plein de choses. Et donc au contraire, c'est un gain de liberté, et je pense que c'est aussi se mettre le doigt dans l'œil de dire le contraire. Ce n'est que mon avis. Et je parlais aussi d'autofiction, toi par rapport à ton... Enfin, j'ai l'impression que tu emploies beaucoup l'autofiction aussi dans ton travail d'artiste. Bah, c'est un outil très riche pour moi parce que ça me permet de raconter une histoire proche de mon expérience personnelle. Et pour moi, il n'y a pratiquement rien de plus fort que raconter une vérité, sa vérité. Il y a une sorte de force empathique qui se dégage quand on raconte une histoire. Et l'autofiction me permet de mélanger différents temps historiques aussi. Donc, je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé. Mais en racontant, je peux aussi intégrer quelque chose de l'Égypte ancien ou de l'Antiquité. Parce que ce jour-là, j'ai eu
une réponse très forte à une image ici ou là. Et du coup, c'est comme la peinture, ça peut absorber vraiment tout. Et mais les écrivaines, surtout, qui m'ont tellement inspirée, sont Maggie Nelson, je ne sais pas si tu vois, et Claudia Rankine et Chris Kraus. Elles font vraiment ça, elles mélangent l'histoire de l'art, leurs influences qui proviennent de tout moment historique à leur histoire. Et du coup, c'est des conteuses, un peu comme des conteuses magiques, qui vont soigner la société en racontant leur malheur, leur bonheur, et injecter ce qu'elles racontent avec des références culturelles et tout ce qui les entoure. Et dans ta peinture, j'ai également la sensation que tu te construis un répertoire de femmes auxquelles tu as envie de t'identifier. Donc, ce sont des femmes que tu hisses au rang d'idole en quelque sorte, entre l'idole populaire à laquelle on a envie de ressembler et l'idole religieuse devant laquelle on se recueille. J'ai beaucoup aimé cette observation que tu as fait. Je trouve que c'est très juste et je m'étais pas complètement rendu compte que c'est ce que j'étais en train de faire, mais oui, il y a eu un moment quand j'ai commencé à peindre, parce qu'avant je faisais de la performance, où j'ai compris que je voulais... savais pas ça. Oui, quand j'étais élève à la Saint-Martin's, j'ai un peu abandonné la peinture et je me suis mise à faire des performances et à utiliser mon corps un peu comme le premier outil pour faire face à ces questions du corps de la femme. Ça me semblait très... Et c'est évident en plus. Donc Oui. Mais après, j'ai compris qu'en fait, les images et la peinture étaient tellement importantes pour moi et que peut-être je n'avais pas vu assez d'images de femmes qui montraient leurs problèmes. On m'avait toujours appris et montré des images de femmes présentables, agréables, belles, souriantes. La maladie, la colère, la tristesse, c'était des choses du domaine privé et on avait honte des règles, de se faire pipi dessus, de vomir. Or, ce sont des états corporels et émotifs que je sens très souvent. Et je me dis, mais en fait, pourquoi pas les peindre pour l'ajouter au répertoire d'images peintes et leur représentation. Oui, et par exemple, je me suis dit récemment, une femme enceinte, on a beaucoup peint aussi, mais toujours plutôt habillée ou sinon avec un sein dénudé pour allaiter Jésus ou sinon pour représenter allégoriquement la charité. Mais quel homme a peint des scènes connues, iconiques d'une femme en train de faire naître un enfant? C'est une vraie question, je suis curieuse si jamais quelqu'un a carrément, sorte de... n'hésitez pas à le dire si vous trouvez, parce que c'est ça, complètement. Je saurais pas du tout, tu vois. Et je m'étais dit, peut-être dans 150 ans, les scènes de naissance dans la peinture deviendront un genre dans la peinture, avec une N capitalisée, genre la scène des naissances, comme la peinture d'histoire, avec la hache ou le nu ou la nature morte. Peut-être que ça va... Je me disais ça, et du coup je me suis mise à peindre et voilà. Et je voulais ajouter une dernière chose par rapport à cette idée de créer des idoles. Que les femmes belles et séduisantes peintes par des hommes sont pas du tout des objets à détester, et je suis vraiment émerveillée face à la Vénus de Velázquez ou les représentations de femmes qu'on connaît absolument sublimes, parce que les femmes sont sublimes et sont très belles, mais elles sont aussi moches et elles se sentent mal, elles puent, elles ont des poils, elles vomissent, elles saignent, elles donnent naissance, elles ont des sexes caverneux, elles sont des êtres vivants, biologiques, qui se métamorphosent et qui sont intéressants à peindre autant quand elles sont vieilles et en train de saigner que quand elles sont jeunes et belles et nues et basta. Donc, et en ce moment, la question du genre est tellement mise en question et on en parle tout le temps. Mais vraiment, je me dis que elle évolue tellement, ça va sûrement élargir notre idée de ce qui est féminin et donc de ce qui est beau. Totalement. Et on pourra aussi se sentir fier quand on aura nos règles et quand on aura des bourrelets, quand on aura des poils et trop. Mais n'empêche que c'est aussi grâce à toutes ces représentations-là que derrière ça impactera finalement notre manière de nous
nous mouvoir aussi dans nos vies, tu vois, et dans l'espace public. C'est trop bien, je suis trop contente d'avoir cette conversation, ça me fait du bien déjà, ne serait-ce que ça. Tes tableaux me semblent être également des sortes de déclarations d'amour pour toutes ces personnes que tu figures, et tu commençais déjà à le dire. Plus encore, j'ai même envie de dire que peindre ces femmes est une manière pour toi de rentrer en communion avec elles, d'apprendre à mieux les connaître en quelque sorte. Je pense notamment à ta rencontre avec Sheila par exemple. Ah oui, c'était... Quand j'ai découvert Sheila Naguig, j'étais foudroyée. Donc pour les écouteurs, Sheila Naguig, c'est une sculpture qu'on attribue au XIIe siècle et qu'on peut trouver dans le nord de l'Angleterre et dans l'Irlande. Et c'est une femme accroupie dans une position pas du tout gracieuse, pas du tout belle. Et elle a un sexe gigantesque qui est vraiment une sorte de trou interspatial. On ne sait pas où ça donne, si c'est une autre dimension ou on ne sait pas trop. Et elle ouvre son sexe. Elle nous le montre et elle a un petit sourire. Elle a l'air... on ne sait pas trop l'interpréter, mais elle a pas honte. Ça c'est très clair. Et dans l'iconographie catholique, dans l'iconographie de la peinture occidentale, on a vraiment très peu d'exemples de femmes qui montrent leur corps avec si peu de pudeur, même qui invitent presque les spectateurs à rentrer. À s'y pencher oui, aussi. complètement. Donc oui, c'est une image exceptionnelle et mystérieuse. Et quand j'ai envie de mieux connaître quelque chose, j'essaie de le dessiner, j'essaie de le représenter. Et c'est vrai du coup qu'on peut interpréter beaucoup de mes peintures comme des déclarations d'amour. Ça me fait sourire parce que mon prof de dessin aux Beaux-Arts, James Baudet, il disait toujours que on sait pas ce qu'on voit tant qu'on l'a pas dessiné. Et du coup, quand je suis attirée par quelque chose, j'ai très envie de le dessiner. Et c'est aussi un acte d'amour. Et aussi, j'ai envie d'ajouter que les gens qui s'aiment m'inspirent beaucoup. Parce que je trouve que c'est difficile de se surpasser et surpasser son ego en tant qu'être humain dans le quotidien. C'est difficile de s'oublier et parfois juste de jouir du bonheur des autres. Et du coup, vu qu'on est souvent concentré sur ce qu'on voudrait des autres, quand je vois des êtres qui se donnent de l'amour, qui font des gestes, juste pour voir que l'autre soit heureux, c'est très inspirant. Je trouve ça un très bon moteur, en fait. Et pareil avec les sujets qui me font sourire ou les choses qui me font rire. Donc voilà, c'est des déclarations d'amour, oui, mes peintures. C'est génial. Et c'est bien qu'on parle de déclaration et de dialogue, parce que ça me permet d'aborder un autre point avec toi, Cilia. Sache que je suis super contente, parce que depuis le début de Présente, mes invités ont régulièrement de jolis accents. Et c'est encore une fois le cas aujourd'hui avec toi, Cécilia. Et c'est pas anecdotique, si je me permets de le souligner. C'est parce que le fait que le français soit pas l'unique langue que tu parles est quelque chose qui semble très important pour toi. Oui, absolument. Et c'est pas anecdotique, mais j'ai un très beau anecdote pour toi. Oui. C'est que quand j'avais 4 ans, on a aménagé de Rome, en Italie, au Mexique, à Mexico City. Et mes parents ont fait le choix très intéressant, très originel, chapeau à mes parents, de me mettre dans une école mexicaine, en fait. Ils ont décidé que j'allais pas aller à une école anglaise ou américaine ou internationale, ils allaient me mettre dans une école mexicaine. Et du coup, je me rappelle mon premier jour, je parlais anglais et italien, à l'époque, à 4 ans, mais j'avais jamais parlé un mot d'espagnol dans ma vie. Et du coup, on était arrivés dans la cour et je me rappelle la maîtresse qui probablement était en train de demander à tout le monde de se mettre de faire une ligne, de former une ligne. Et moi, je posais des questions en italien aux petites filles autour de moi. Et tout le monde me regardait comme si j'étais folle. Et ils comprenaient pas. Et j'ai eu très peur. Et je me suis dit, en fait, je suis invisible. Personne me voit et personne me comprend. Parce qu'on ne peut pas me voir. Et j'ai explosé en larmes. Et je criais, mais est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et puis je pense que j'ai plus trop de souvenirs, mais j'imagine que la maîtresse m'a mis dans la ligne et j'ai juste suivi le reste de la journée tout ce
tout ce que les autres faisaient sans trop comprendre ce que les autres disaient vraiment. Donc ouais, voilà. Ça doit être assez traumatisant. Oui, j'ai un souvenir très clair de cette histoire. Mais c'est une très bonne expérience quand on y réfléchit, parce qu'il faut toujours se rappeler que ce que nous on vit est notre norme, mais qu'ailleurs, dans d'autres pays, il y a des normes qui sont complètement différentes, des langues qui sont différentes. Et oui, après le Mexique, j'ai vécu aux États-Unis, mais dans cette école aux États-Unis, Sacred Heart School, c'était une école française. Donc, encore une fois, mes parents ont décidé de me mettre dans une école française. On parlait beaucoup anglais, mais il y avait des cours de français importants. Et puis, une fois que j'ai aménagé une dernière fois pour mes études au lycée à Rome, j'ai continué à apprendre le français. Donc, c'était toujours inculqué dans mon éducation que parler d'autres langues était important, qu'il n'y avait pas une langue ou une culture qui était supérieure à l'autre, et que c'était enrichissant d'accompagner l'étude de la langue avec l'étude de la culture du pays et son histoire. Et ça, je le dois à mes parents qui sont diplomates et qui m'ont transmis cette idée, cette valeur. Parce que du coup, tu as l'italien, l'espagnol, l'anglais et le français. Oui. C'est trop bien. C'est beaucoup trop bien. Et tu as grandi, du coup, comme tu le disais, loin de la France. Et pourtant, c'est à Paris que tu as décidé de faire ta carrière. Et pourquoi tu as fait ce choix ? C'est intéressant, c'est une question intéressante. C'est pas définitif, hein, j'imagine, mais... C'est pas définitif, mais... En fait, au lycée, on m'avait vraiment vendu absolument l'idée que les meilleures écoles d'art, elles étaient en Angleterre. Ouais. Et on m'avait dit la Saint-Martin's. Et j'ai fini par faire un dossier, être acceptée et aller étudier à la Saint-Martin's. Mais... à l'époque, donc en 2010, quand j'ai commencé mes études à la Saint-Martin's, je peux t'assurer que la peinture figurative était un peu mal vue, en fait. Tu m'étonnes. Ouais. Et à la Saint-Martin's, les profs que j'avais, ils étaient plutôt support surface, plutôt héritiers d'un rapport à l'abstraction, et c'était la génération plutôt qui regardait art for art's sake, qui le questionnait, mais qui pour eux la figuration, surtout les féministes, mes profs femmes féministes, la figuration c'était quelque chose de hyper dangereux en fait, et si ça touchait à quelque chose de, ça pouvait vite devenir ringard en fait. Et c'était le cas en France aussi d'ailleurs. Oui, et c'est toujours le cas. Oui. Je dois toujours justifier, défendre et expliquer que non, la peinture, c'est autant valide que les autres médiums, c'est autant conceptuel que n'importe quelle sculpture ou peinture. Enfin, ça peut l'être, quoi. Et du coup, pendant ces années à la Saint-Martin, j'étais assez angoissée. J'avais arrêté de faire de la peinture et j'avais fait des performances. J'explorais d'autres vocabulaires dans les répertoires visuels. Mais il y avait une petite fenêtre d'espoir. Il y avait une bourse Erasmus et j'avais entendu parler du fait qu'au Beaux-Arts de Paris, il y avait beaucoup d'ateliers de peinture figurative comme peinture abstraite. Et du coup, pareil, j'ai eu de la chance, j'ai fait un dossier, j'ai été prise. J'ai passé 5 mois très heureux aux Beaux-Arts de Paris en 2011. Et j'ai appris et compris que la peinture pouvait côtoyer toutes les autres pratiques artistiques. Et j'ai rencontré Nathanaël Herbelin et Nathanaël Herbelin et Johan Larnouet et beaucoup de peintres qui sont formidables et qui faisaient de la figuration, et je les trouvais intelligents et fins et contemporains comme n'importe quel autre artiste étudiant à la Saint-Martin's. Donc quand je suis rentrée à la Saint-Martin's, j'ai fini mon diplôme, et dès que j'ai fini, je suis partie à Paris comme ça. Okay. Je me suis dit, c'est là que je vais continuer ma carrière.
Ok, ouais, donc c'est vraiment... je suis contente de t'avoir posé cette question, alors. Mais je veux ajouter que c'est très personnel, et si jamais il y a quelqu'un qui écoute et qui a fait le choix opposé, qui se sentait mal en France et qui a décidé d'aller en Angleterre parce qu'elle ou il se sentait plus libre là-bas, c'est très bien, ça veut pas dire que vous avez fait un mauvais choix. D'ailleurs, il y en a beaucoup parce que justement, enfin... Bref, mais oui, effectivement, de toute manière, c'est toujours des témoignages personnels ici, donc tout va bien. Il y a une tradition dans Présente. En fait, je conclue chacune de mes interviews en demandant à mon invitée si elle réussit à vivre de son travail. Donc, je te pose également la question, Cécilia. Est-ce que tu arrives à gagner suffisamment d'argent pour vivre avec tes œuvres ? Enfin, grâce à tes œuvres, pardon. Oui, je suis très contente que tu poses cette question parce que surtout avec Instagram, on a l'impression que les artistes ont tellement de succès parce qu'on montre souvent leurs œuvres. Et on se dit, oh là là, cette artiste, elle a tellement d'expos. Oui, ils sont partout. Waouh, ils doivent être riches, ils doivent vendre tellement d'œuvres. Mais à ce jour, donc on est le 2 juin 2020, je n'arrive toujours pas à vivre de mon art. J'ai un job à côté où je travaille dans un centre IME et je donne des cours d'art plastique à des adultes et adolescents qui ont des forts problèmes d'autisme. C'est une forme de thérapie d'art. J'ai une pension alimentaire que mes parents continuent à m'envoyer parce que Paris c'est cher. Et après, oui, j'ai commencé à vendre un tout petit peu, mais j'espère que ça va venir bientôt. Mais oui, je te le souhaite, en tout cas. Mais oui, effectivement, c'est notamment pour ça que je la pose cette question, parce que sur Instagram, on est tous en train de montrer qu'on vit notre meilleure vie. Ouais, c'est ça. On est tellement successful. Tu sais. Si seulement je pouvais avoir autant de followers que d'argent sur mon compte, ce serait génial. Tout à fait. Mais en tout cas, merci d'avoir eu l'honnêteté de détailler comme ça. Et merci vraiment, c'est vraiment pour que les auditeuristes comprennent bien. C'était la première fois qu'on discutait toutes les deux. On s'est eu une fois au téléphone pour s'organiser pour cette interview, et c'est la première fois qu'on parlait toutes les deux et qu'on allait aussi loin, et je pense que c'est vraiment pour ça que j'ai créé Présente. C'est vraiment pour avoir ce genre de conversation et pour que les gens puissent les écouter, voilà. Donc merci vraiment, Cécilia, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir eu cette générosité là, et c'était hyper intéressant, ça a fait beaucoup de bien. Merci à toi de m'avoir donné la possibilité de parler de mon travail et d'éclaircir un peu aussi des choses que peut-être on comprend pas tout de suite quand on voit toutes ces images de femmes plutôt joyeuses. Et pour celles et ceux aussi qui sont à Paris ce mois de juin, vous pourrez découvrir le travail de Cécilia lors de 2 expositions. La première qui s'appelle So Close et qui sera à la galerie Guido Romero Pirini. Et également, il y a l'exposition Friends and Embarrass à la galerie Height Art, qui est à Paris également. C'était donc le 10e épisode de Présente déjà, mon Dieu. Merci de l'avoir écouté. Encore merci Cécilia, vraiment d'avoir accepté mon invitation. Un grand merci également à David Walters pour le générique. Pour le prochain épisode de Présente, j'accueillerai un garçon cette fois-ci, Lionel Sabaté, avec qui on discutera de médium, de rejet et de réappropriation. Mais d'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse.